Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de novembre. Dans cette vidéo du coup j'ai 5 romans ainsi que 2 tomes d'une série de mangas à vous présenter. Vous me direz ce que ça donne au niveau de la luminosité étant donné que j'ai mis l'anneau lumineux que j'ai reçu récemment. Puisque sinon voilà, comme nous sommes passés en heure de nuit il y a quelques temps déjà, et bien à 16h30 il fait nuit, voilà. Du coup dans cette vidéo je vous parlerai tout d'abord de Jefferson, puis je vous donnerai mon avis sur la planète des singes que j'ai pour ma part dans cette ancienne édition. Après ce sera au tour du second tome du cycle des Griffons avec le Griffon blanc, puis La Dame du Ritz par Mélanie Benjamin. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur Vilain Chien par Morgane Cossarieu. Et puis, côté graphique, je vous donnerai du coup mon avis sur les tomes 3 et 4 du manga Blue Flag. Alors du coup, j'essaie de faire attention au reflet avec l'anneau lumineux. Tout d'abord, Jefferson, par Jean-Claude Mourleva, il est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est sorti il y a au moins un an maintenant. Peut-être même plus que ça. Et du coup donc ce roman c'est l'histoire de Jefferson, c'est un hérisson qui vit du coup dans le monde des animaux, qui est à côté de celui des humains. Et en fait Jefferson va découvrir son coiffeur mort avec des ciseaux plantés dans son corps, donc son coiffeur est un blaireau et en fait il va vouloir, il sait pas trop comment réagir, il veut retirer ses ciseaux du corps du blaireau et en fait il va être surpris à ce moment-là par une vieille chèvre qui va du coup hurler à l'assassin et l'accuser, dire qu'elle l'a vu le poignarder 36 fois, etc. Alors en fait voilà, il était juste là pour retirer les ciseaux du corps de son ami, même si c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et du coup il décide de rétablir en quelque sorte la vérité et ça va l'emmener dans le monde des humains. Et du coup donc il se lance dans tout ça avec son meilleur ami qui est pas super finot et qui est bien qui est pas mal pour l'entraîner dans des plans foireux quand même, il faut bien le dire. Donc voilà, c'était mignon, c'est plutôt attachant, donc c'est un roman destiné à la jeunesse, je crois à partir de 9 ans. Et donc il fait un petit peu moins de 300 pages, c'est plutôt mignon, il y a quelques illustrations tout au long du récit. Voilà. Donc il y a quelques illustrations, voilà, c'était plutôt chouette. Après donc du coup c'est un titre qui parle pas mal de cause animale, etc. Et c'est pas forcément fait avec beaucoup de finesse dans le sens où voilà, c'est un peu des grosses ficelles. Pour des adultes du coup ça paraît un peu gros, pour des jeunes peut-être que ça marchera mieux. Il y a aussi quelques questionnements, notamment il y a un petit truc par rapport au harcèlement de rue. Pareil, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant d'amener ces thèmes-là pour des enfants. La manière dont c'est abordé pour des adultes, ça peut paraître un peu gros, mais je pense que pour des enfants, ça peut bien fonctionner et les amener à se poser quelques questions. Donc voilà, c'est quand même le but. Donc oui, moi j'ai passé un bon moment avec. Je l'ai lu avec ma copine Christy, donc du compte Christy Wonka sur Instagram. On l'a lu en lecture commune et on a passé un bon moment avec, ça se lisait très facilement. Ensuite j'avais lu donc La planète des singes par Pierre Boulle, que j'ai pour ma part dans cette ancienne édition, qui est une édition que j'avais trouvée chez Emmaüs. En général ils ont pas mal de vieux livres de cette collection là, j'en ai plusieurs en fait exactement avec la même couverture si on veut. Et du coup donc La planète des singes, moi j'avais vu que les films assez récents, du coup je crois que c'est Les planètes des singes origines si je dis pas de bêtises. J'avais pas vu les plus anciens, mais j'étais quand même assez curieuse de voir ce qu'il y avait derrière ça. Donc c'est plutôt un classique de la science-fiction. Je vous rassure, sur le côté classique, c'est un titre qui est vraiment très abordable. Alors déjà, donc dans cette édition, il fait 240 pages, mais dans pas mal d'autres, il en fait à peu près 190, donc voilà, il est assez court. Et c'est vraiment écrit d'une manière assez fluide et plutôt accessible. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus soutenu en termes de langage. Pour ce qui est de l'histoire, du coup on suit l'histoire d'un homme qui part en fait qui fait partie d'une expédition qui se rend sur une autre planète. Ils ont découvert qu'il y avait une autre planète habitée et du coup ils s'y rendent tous ensemble. Quand ils arrivent là-bas, en fait ils vont tomber sur une humaine qui va appeler je crois Nova. Cette humaine en fait elle est complètement nue, elle ne parle pas, elle vit dans la jungle avec d'autres humains. Et puis ensuite ils vont découvrir donc les singes qui sur cette planète... On va dire qu'en gros, pour faire simple,
les rapports singes-hommes sont inversés sur cette planète-là, donc les singes sont très intelligents, s'habillent, ont des laboratoires, etc. Enfin voilà, et à côté de ça, les humains sont plutôt sauvages, ils ne parlent pas, ils ne s'habillent pas, enfin voilà, ils sont plutôt primaires, on va dire. Pour celui-ci, c'est un titre sur lequel j'ai aussi trouvé effectivement que les ficelles étaient assez grosses, dans le sens où ça aurait mérité, je pense, d'être un petit peu plus fin. Là, c'était vraiment très poussé, enfin... Ouais, voilà, c'était un peu tous les clichés, si vous voulez, qui étaient retournés à l'inverse entre humains et animaux pour faire le parallèle entre les deux planètes. Le parallèle est plutôt intéressant, mais je trouve ça voilà, un peu gros parfois. Et pour moi, c'était le défaut de ce titre-là. Par contre, je vous dis, ouais, c'est vraiment très accessible, donc c'est une bonne surprise de ce côté-là. Pareil, je pense que c'est un classique en fait qui est plutôt adapté à un public assez jeune finalement. Je pense qu'il s'y retrouvera peut-être. Et du coup, je lui ai également mis du coup la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Le Griffon Blanc, qui est le second tome de la Guerre des Mages. Je vous avais présenté il y a pas très longtemps Le Griffon Noir, que j'avais aussi lu durant le mois de novembre. Je vais essayer d'ailleurs de lire le petit dernier que j'ai juste à côté, celui-ci. Je vais essayer de le lire pour le mois de décembre pour finir cette série. Donc en fait, c'est écrit par Mercedes Lackey et son mari Larry Dixon. Et du coup, ça s'inscrit dans la grosse série de Mercedes Lackey qui s'appelle Les Héros de Valdemar. Dans cette série, on suit différents royaumes, différents peuples qui ont chacun des rapports intéressants, etc. Il y a beaucoup de créatures un peu spéciales avec eux. Et donc du coup, cette série-là, c'est la série la plus ancienne en termes de chronologie, mais c'est pas celle par laquelle je vous recommande d'entrer dans l'univers. Je vous recommande vraiment de suivre l'ordre de publication et du coup de commencer par la série des Flèches de la Reine, la série des Flèches. Je crois que le premier tome s'appelle Les Flèches de la Reine, où vous découvrirez du coup l'histoire de Thalia. C'est une histoire du coup qui met bien en place l'univers de Valdemar, et puis après vous pouvez vous promener dans les trilogies qui se passent avant ou après. Donc celle-ci, comme je vous disais, c'est la trilogie la plus ancienne. On revient pour le premier tome à l'époque d'une guerre ancienne. Et la particularité de cette trilogie, c'est que, comme souvent avec Mercedes Lackey, on suit deux points de vue différents, et qu'ici, l'un des deux points de vue, c'est celui d'un griffon. Donc Scandranon, qui est un gros griffon très imposant, qui est du coup sur les fronts de bataille. Et on suit également Ambre Dragon, qui lui est un humain, qui fait partie d'une classe particulière, d'une sorte de guérisseur, on va dire. Du coup voilà ce qu'on découvrait dans le premier tome. Cette série là fonctionne assez différemment des autres. Alors je sais pas si c'est lié au fait que ce soit coécrit avec Larry Dixon, donc le mari de Mercedes Lackey, ce qui n'est pas le cas pour ses autres séries. Mais du coup dans celle-ci, en fait il y a beaucoup de temps d'écart entre chaque tome, et du coup moi je m'attendais à avoir un second tome, donc à replonger tout de suite dans l'histoire, et en fait non, parce que c'est une autre intrigue qui se passe plusieurs années plus tard. On suit toujours Scandranon, Ambre Dragon et les autres personnages qu'on avait rencontrés, mais comme ça se passe pas mal d'années plus tard, et bien en fait c'est une autre intrigue. Du coup il y a à nouveau une centaine de pages d'introduction pour arriver à ce qui va vraiment se passer. Et du coup donc l'histoire qu'on suit ici, c'est donc Ambre Dragon, Scandranon et tous les autres qui sont envoyés en fait en délégation dans un royaume voisin, et il y a pas mal de meurtres qui commencent à se passer et tout semble les accuser, sauf que nous on sait qu'ils n'ont rien fait, et du coup ils vont essayer de prouver aux autres qu'ils sont innocents. Donc voilà, et donc en gros à nouveau finalement du coup mon avis est un peu le même que sur le premier tome, une mise en place un peu longue, et puis par contre après c'était super prenant. Donc voilà, j'ai vu que le troisième tome pareil se déroule encore plusieurs années après, puisqu'on nous dit dans le résumé que Scandranon commence à se faire vieux. Du coup bon, je pense qu'il y aura à nouveau une centaine de pages d'introduction et ensuite un récit vraiment intéressant. Donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Vraiment la série de Valdemar, c'est une série que je vous recommande. Je trouve que ça n'a pas particulièrement vieilli. Les livres sont sortis il y a quand même au moins 20 ans. Ouais, et même plus que ça. Mais ouais, je trouve que ça se lit vraiment bien. Ensuite, du coup, je me suis tournée sur La Dame du Ritz par Mélanie Benjamin. C'est publié aux éditions Albin Michel. C'était un titre que j'avais reçu de leur part en service presse. Et donc du coup La Dame du Ritz, c'est un titre qui m'avait fait super envie dans leur catalogue, puisque ça se passe à Paris pendant l'occupation allemande. On va suivre en fait l'histoire de Blanche, qui est la femme de André. Et André, c'est
dirigeant, c'est le directeur du Ritz, c'est-à-dire que c'est pas le propriétaire mais c'est celui qui dirige l'exploitation du Ritz avant la guerre déjà et puis au moment de la guerre. Et du coup, comme quasiment tous les grands hôtels parisiens, le Ritz devient à ce moment-là un QG pour les nazis et finalement on voit comment est-ce qu'ils essayent de s'en sortir. Je trouve ça intéressant parce que du coup ça montre finalement un peu une autre part de la Seconde Guerre mondiale, pas dans ce qu'on voit d'habitude. Ça me parle un peu ici quand même de réseaux de résistance, etc. Ça parle justement des hôtels, de tout ce qui a pu s'y passer. Ce qui est un petit peu frustrant ici, c'est que du coup c'est un titre qui commence finalement par une belle histoire d'amour entre Blanche et André, et puis après on voit vraiment qu'ils commencent que leur couple commence à se déchirer parce qu'il se passe plein de choses, etc., que c'est un peu compliqué. En plus Blanche est américaine, donc elle a un peu un autre mode de pensée, donc on les voit petit à petit se déchirer alors que nous on sait que ce qu'ils font finalement ça les rapproche, mais ça met longtemps avant qu'ils ne se le disent, donc c'est un passage qui est un peu frustrant. Mais voilà, c'était plutôt intéressant. En plus le tempérament de Blanche est très enjoué, etc., donc ça en fait une lecture agréable. Et voilà, du coup c'était plutôt un bon récit, même si c'était assez lent à se mettre en place et puis parfois à côté de ça un peu précipité. Donc ouais, au niveau du rythme, je trouvais que c'était pas forcément très continu, si on peut dire ça, que c'était un peu assuré. Mais voilà, j'ai quand même bien apprécié ma lecture, je lui ai mis la note de 15/20. Pour terminer, côté roman, à nouveau un service presse avec Vilain Chien par Morgane Cossarieux, qui est publié du coup aux éditions du Chat Noir dans leur collection Château Hanté. Pour rappel, pour les romans du Chat Noir, le moyen vraiment le plus simple de se les procurer, c'est de les acheter tout simplement sur le site des éditions du Chat Noir. En plus de ça, la livraison est vraiment très peu chère, je sais plus si elle est à 1 centime ou à 10 centimes, enfin bref, voilà. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et donc du coup c'est leurs petits derniers qui sont sortis pour Halloween. Vilain Chien, c'est l'histoire de Zachary, un jeune homme qui vit au Québec, dont le père est décédé il y a quelques mois de ça et qui va se voir confier un petit chiot, Beagle, alors que lui il a vraiment du mal et puis pareil sa mère elle galère en fait à remonter la pente. Il se voit confier ce petit chiot du coup qu'il va appeler Halloween puisqu'on va lui donner le 31 octobre. Et finalement il va découvrir qu'il se pourrait bien qu'il y ait des choses un petit peu particulières par rapport à son chien. C'est un titre du coup qui parle pas mal de deuil, qui parle aussi de cause animale et je trouve que ça en parle vraiment bien. Par contre, je tiens à prévenir, les premières scènes de ce livre sont quand même assez particulières. Quand j'ai commencé à le lire, vraiment je comprenais pas trop où est-ce que ça allait nous emmener. Et puis par la suite, ça devient vraiment plus intéressant. Mais en gros, ça commence par une scène de rêve, donc avec une écriture un peu particulière puisqu'on est sur quelque chose d'onirique. Et ça enchaîne sur une scène qui parle du père de Zachary qui était un grand passionné de taxidermie. Voilà. Du coup c'était un peu particulier quand même comme mise en route. Ça m'a un peu déstabilisée, mais par la suite j'ai vraiment bien aimé tout ce dont ça parlait, donc comme je disais le deuil, la cause animale, et puis également le Québec. La touche de Québec était plutôt sympathique, même si je trouve que pour un public jeunesse, certaines expressions auraient mérité d'être traduites. En fait à chaque fois elles sont en italique donc on les repère bien, mais je trouve qu'elles auraient mérité peut-être d'être traduites pour éviter d'avoir à faire des recherches à côté. Et puis c'est illustré par Mina M, comme toujours, pour la collection des chatons hantés, et c'est toujours des super jolies illustrations, ça ne change pas. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir les illustrations de Mina au fur et à mesure. Donc c'est aussi elle qui a fait la couverture. Donc voilà, du coup celui-ci je lui ai mis la note de 16/20, ça a été une chouette découverte. Et du coup pour terminer, j'ai lu donc le tome 3 et le tome 4 du manga Blue Flag, donc par Kaito, c'est publié aux éditions Kurokawa pour la version papier, et donc chez 12/21 pour la collection numérique. Pour ma part je les ai lus sur la plateforme Isneo. Donc je vais commencer avec le tome 3. Bon, pour commencer, donc la série Blue Flag, c'est une série tranche de vie, donc de manga contemporain si vous voulez, avec qui parle d'un groupe de lycéens qui sont en terminale, enfin l'équivalent de la terminale. Dans ce groupe, on a tout d'abord Futaba, qui est une jeune fille assez enjouée mais très timide, qui a vraiment une tête de gamine, qui en fait décide de se rapprocher de Taichi, qui est un jeune garçon assez réservé aussi, pour pouvoir approcher Thomas, qui lui est le grand sportif super beau gosse de la bande, parce que Taichi et Thomas étaient amis d'enfance, donc maintenant ils ont grandi dans des chemins assez différents, mais ils étaient amis d'enfance, donc ils sont quand même toujours assez proches, et donc voilà, du coup Futaba décide de se rapprocher de Taichi pour atteindre Thomas. Sauf que Taichi lui-même a des sentiments pour Thomas.
Et puis après on découvrait le personnage de Masumi qui est en gros la meilleure amie de Futaba, qui va venir finalement compléter ce quatuor, même si c'est un personnage qui est un petit peu en retrait des autres, ce qui d'ailleurs pour moi est un bémol dans cette série parce que c'est vraiment un personnage que je trouve super intéressant. C'est un personnage qui justement a beaucoup tendance à se sacrifier pour laisser les autres devant, et je pense qu'il y aurait plein de choses super intéressantes à savoir sur elle, même si on sait déjà quelques petites choses et qu'elles sont déjà super intéressantes. Donc voilà, pour ce tome 3, suite à la fin de ce qui s'est passé dans le tome 2, Thomas est à l'hôpital et du coup tout le monde lui rend visite à l'hôpital. On a pas mal de difficultés qui sont rencontrées. Taichi se sent très coupable par rapport à ce qui s'est passé. Thomas, lui, dépasse finalement un petit peu enfin son image de beau gosse sportif populaire super drôle pour un personnage qui se pose pas mal de questions. Et puis on a l'introduction du personnage du frère de Thomas qui est en gros un enfoiré. Voilà. Donc c'est un tome que j'ai plutôt bien apprécié. J'avais mis la note de 16 sur 20 et puis ensuite du coup j'ai enchaîné sur le tome 4, donc comme ceci. Pour le coup ce tome 4 je l'ai beaucoup aimé, c'est le tome que j'ai préféré pour l'instant, puisque donc du coup dans ce tome 4 Thomas donc sort de l'hôpital et il sort de l'hôpital peu de temps avant une grande fête dans laquelle il va y avoir un feu d'artifice tiré et ça tombe en même temps que l'anniversaire de Taichi, donc tout le groupe décide de se rendre à cette fête d'anniversaire et à l'occasion des préparatifs de cette fête, et bien finalement les personnages vont se retrouver à communiquer un peu plus, à se retrouver en fait en face à face. Donc il y a divers face à face qui vont se mettre en place et puis ça va leur permettre enfin de mettre des mots sur leurs émotions, sur ce qu'ils ressentent. Alors sur les émotions amoureuses, puisqu'on s'est rendu compte dans les tomes que c'était un peu plus compliqué que ce qui n'y paraissait, mais aussi sur leurs ressentis plus profonds, ce qu'ils pensent par rapport à l'avenir, puisque donc comme je disais ils sont en terminale et que c'est le moment où on se pose des questions, et puis aussi ce qu'ils pensent sur eux-mêmes, sur leur identité, etc. Et c'était vraiment chouette, ça met des mots que j'attendais pas forcément dans cette série. Et donc ouais, il y a enfin vraiment de l'avancée par rapport à tous leurs sentiments, même si on sent qu'il y a encore un peu de marge pour continuer en fait à explorer. Donc voilà, pour l'instant il y a 7 tomes parus en français et je crois que la série est terminée au Japon en 8 tomes, si je dis pas de bêtises. En tout cas il y a 8 tomes sortis au Japon et je crois que c'est terminé. Et donc ouais, le tome 7 est sorti récemment en France et puis pour ma part je vais continuer cette série parce que c'est vraiment une série que j'aime bien la dynamique de groupe, même si comme je vous disais voilà, j'espère que Masumi va prendre un peu plus d'importance, j'espère qu'il va lui arriver une jolie petite happy end à la fin. Mais voilà, et donc du coup ce tome 4 je lui ai mis la note de 17 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous avez pensé de ce point lecture, si je vous ai donné envie d'en lire. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!